Bonjour. Alors, bienvenue au Centre Teilhard de Chardin pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est-ce qui n'est jamais venu au Centre Teilhard de Chardin pour l'instant? Ah oui. Alors bienvenue et bienvenue aussi à tous ceux qui sont connectés en visio et puis bien sûr aussi à ceux qui regarderont en replay après, puisque le Centre Teilhard de Chardin, en général, sauf quand il y a besoin de présentiel au sens strict, est toujours en deux modes. Voilà. Alors, le Centre Teilhard de Chardin, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une structure assez jeune, hein. Nous avons 15 mois d'existence physique, même si des groupes de travail avaient démarré avant. Et nous avons une ambition qui est de contribuer à un monde qui donne plus de place à la fraternité. Alors, c'est une ambition partagée par beaucoup de monde, heureusement. Et pour le faire, notre chemin que nous souhaitons explorer, c'est aider à mieux comprendre les évolutions du monde d'aujourd'hui, à en prendre en compte la complexité, les évolutions, notamment les évolutions qui sont suscitées ou accompagnées par la science et la technologie, mais qui croisent des questions philosophiques, éthiques et spirituelles. Et nous pensons que les autres disciplines, les autres approches peuvent aider à comprendre comment naviguer dans ce monde qui évolue rapidement. Voilà, nous agissons par des conférences, des ateliers, des tables rondes, des soirées, des rencontres comme ce soir. Le thème de l'écologie intégrale, évidemment, est un thème qui est extrêmement important pour le Centre Teilhard de Chardin. Alors, il y en a d'autres aussi, hein. L'intelligence artificielle, les rapports entre science et foi, les rapports entre science et société, Teilhard de Chardin, bien sûr. Les questions en entreprise, de management en entreprise, d'éthique. Et sur le thème de l'écologie intégrale, donc on vous invite à regarder régulièrement le programme du Centre Teilhard de Chardin, à vous abonner à la newsletter si vous n'êtes pas encore abonné. Par exemple, en novembre, on a deux soirées autour de l'écologie. Une avec Valérie Masson-Delmotte le 13 novembre, qui nous parlera de la transition écologique, est-ce qu'elle est possible ou pas, et comment avancer dans cette voie. Et une le 26 novembre qui sera sur islam et écologie. Voilà. Donc vous avez, pour ceux qui sont présents, vous prenez le programme et surtout, vous vous connectez régulièrement. Voilà, donc pour regarder la programmation. Un petit rappel que vous connaissez si vous êtes des habitués du Centre Teilhard de Chardin, nous ne recevons aucune subvention publique. Donc, si vous appréciez que le Centre Teilhard de Chardin existe, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez la possibilité de donner en ligne sur notre site et puis il y aura un panier à la sortie pour la participation aux frais de la soirée si vous le souhaitez. Facultatif. Je vais tout de suite passer la parole à Agnès qui va nous présenter notre intervenant de ce soir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Benoît d'avoir accepté de venir témoigner ce soir de ton engagement auprès de nos amis du Centre Teilhard de Chardin. Tu es à l'origine d'une belle région française, Angers, et tu l'as quitté pour faire tes études d'ingénieur à l'école polytechnique et aux mines. Tu as rapidement été intéressé par les sciences de l'environnement et par les questions de transition écologique. Pendant ces années d'études, tu as milité dans diverses associations, en particulier au sein du collectif pour un réveil écologique. À la fin de tes études, tu as affirmé à la suite de certains étudiants d'AgroParisTech ta volonté de refuser d'intégrer des entreprises qui concourent à la dégradation de l'environnement. Depuis 2003, à la suite d'un appel du pape François, tu as co-créé le collectif Lutte et Contemplation, dont tu vas nous parler ce soir. Je te laisse compléter mon propos introductif et peut-être mieux te présenter. Pour cela, ce soir, nous sommes accompagnés de 2 étudiants qui sont en colocation ici au centre. Joseph Chevalier, qui est étudiant à AgroParisTech en 2e année, et Guillaume Chapelan, qui est étudiant à Sup Optique. Bonne soirée à tous.
Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité et de m'accueillir ici. Je suis très heureux de revenir sur le plateau quelques années après l'avoir quitté. J'ai étudié ici entre 2018 et 2020. Et donc, on va avoir l'occasion d'échanger pendant la soirée avec vous et puis avec tout le monde de ces questions d'écologie intégrale. Mais donc, vous m'avez dit que ça pouvait être bien que je commence par me présenter, introduire un peu plus mon parcours et comment j'en suis arrivé à m'engager aujourd'hui en tant que chrétien et dans la société civile sur les questions écologiques. Moi, je dirais que mon désir d'agir, il vient... Bon, il y a, je pense, une conscience des enjeux environnementaux, du besoin de faire quelque chose qui est assez précoce au collège, au lycée. C'était un des sujets d'intérêt pour moi, sans que ce soit très présent dans ma vie. Et puis, à la fin de mon lycée, je me suis inscrit en classe prépa parce que je ne savais pas vraiment ce que je devais faire, ce que je voulais faire ensuite. Et pendant mes années de classe prépa, c'était entre 2015 et 2017, il y a notamment la COP 21, qui est peut-être un des événements importants autour des enjeux climatiques au niveau mondial. Et j'en avais profité pour me renseigner un peu plus et je m'étais vraiment trouvé intéressé par ces questions et je me suis dit, en fait, je crois qu'il y a vraiment besoin d'ingénieurs qui travaillent autour de ces questions, notamment de transition énergétique. Et donc, dans le cadre de mes études d'ingénieur, je vais essayer de creuser ces questions. Voilà, donc en passant mes concours, j'intègre Polytechnique et je commence Polytechnique par un stage de 6 mois que je décide de faire en une sorte de service civique. Et l'école m'envoie dans une communauté de l'Arche en France, donc avec des personnes en situation de handicap, et dans la région d'Angers, donc pas très loin de là d'où je viens. Et pendant cette période où je m'intègre dans une vie communautaire et je fais une mission très simple au service des personnes avec handicap, j'en profite pour à nouveau lire beaucoup sur ces questions. Et puis je pense me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant mes études. Et en fait, c'était assez clair que en sortant de ces années à l'Arche, j'avais envie de m'engager sur ces questions écologiques. J'avais déjà hésité à rejoindre une association pendant ce stage. Et je me suis dit, bah non, je vais attendre d'arriver sur le plateau de Saclay pour le faire. Et il se trouve que quand je suis arrivé en 2018, des choses commençaient à bouger un peu, peut-être dans le monde étudiant, dans le monde des grandes écoles. Moi, je suis arrivé à Polytechnique juste au moment où un petit groupe d'élèves commençait à se réunir pour écrire ce qu'a donné le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est sorti en septembre 2018, qui a été signé par 30 000 étudiants et qui disait en substance aujourd'hui, les carrières qu'on nous propose et les métiers pour lesquels on nous forme n'intègrent pas du tout les questions écologiques. C'est très peu présent dans nos formations et puis la plupart des postes qu'on nous offre en sortie d'école en fait contribuent à la dégradation de nos écosystèmes et viennent aggraver les problèmes. Donc nous, en signant ce texte, on s'engage à travailler pour un employeur qui sera en cohérence avec nos convictions écologiques. Donc ça, c'était en 2018, et voilà, c'était juste avant le début des marches pour le climat, puis des grèves pour le climat initiées par Greta Thunberg. Et donc en fait, c'était un moment où je pense que l'écologie a pris beaucoup d'importance dans le débat public, et notamment la place des jeunes dans ces questions-là. Et donc moi, j'ai pris part à fond à ce mouvement. Pendant toutes mes années d'études, j'étais très actif dans ce collectif pour un réveil écologique qui a été créé suite à ce manifeste, et puis plus largement dans le mouvement des jeunes pour le climat. Voilà, donc c'était des années très riches en activisme et où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de rencontres, je pense que je me suis beaucoup confronté au monde professionnel, parce qu'on a beaucoup été voir des entreprises, des responsables politiques, etc. Donc je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à un moment où il y avait toutes ces actions. Et puis, je dirais en parallèle de ça, j'étais engagé dans la communauté chrétienne de mon école. Donc j'ai été président pendant 1 an de la communauté chrétienne. Et je vivais les deux un peu en parallèle. Enfin, je sentais qu'il y avait ma foi qui était mon espace de ressourcement. Et puis que j'avais le désir, nourri par ma foi, de m'engager dans le monde. Et donc je le faisais dans les mouvements plus climat, écolo. Voilà. Et puis à côté de ça, j'avais des cours de temps en temps auxquels j'essayais d'aller quand j'avais le temps. Voilà, à l'arrivée à la fin de mes études, je pensais un peu poursuivre dans la voie plutôt, je dirais, un peu politique qu'on me proposait.
ayant été assez actif, j'avais plusieurs propositions dans plutôt le milieu des ONG, du plaidoyer, de la société civile de manière générale, ou éventuellement d'aller travailler avec certains. Il y a un député notamment qui me proposait de rejoindre ces équipes. Et puis, juste avant l'été, en sortant de mes études, en fait, je suis passé à l'abbaye d'Hautecombe, qui est une abbaye tenue par le chemin Neuf que je connais bien. Et là, j'ai reçu, comme j'avais jamais vraiment reçu dans ma vie, un appel du Seigneur à faire un détour et et en fait à rester dans cette abbaye. C'est une abbaye qui propose des années de formation pour des jeunes, voilà, pour vivre un temps de recul, de discernement. Et donc moi qui pensais passer juste 2 jours à l'abbaye pour voir des copains, j'ai décidé de faire une semaine d'exercice spirituel à la fin. Et puis pendant la semaine d'exercice, c'était assez clair qu'en fait, je pouvais prendre 3 mois de pause. Et en fait, dans mon discernement et dans ce qui m'habitait dans la prière à ce moment-là, c'était en fait un rapport plus ajusté à mon engagement écologique, où j'avais été très militant, on va dire. Voilà, c'était je pense un bon engagement, mais j'avais fini très, je pense, cynique, assez désabusé. Et puis, je pense que je me mettais une responsabilité sur les épaules très importante. Enfin, je me disais, c'est ma cause et c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on gagne ce combat écologique. Et donc, je me sentais indispensable à cette cause, etc. Et donc, je sentais qu'il y avait une sorte d'invitation à lâcher au moins pour un temps cette cause. C'était donc c'était en 2022, donc voilà, donc à la fin de mes études. Et donc j'ai un peu on va dire, accepté cette invitation que je recevais. Et puis pendant cette année, bon, il s'est passé beaucoup de choses, voilà, un temps de enfin, d'un point de vue intellectuel, c'était très riche pour moi. Je pense de creuser beaucoup de questions théologiques, mais notamment les questions de théologie de la création ou d'éco-théologie. Et puis, on finissait cette année par la grande retraite des 30 jours d'exercice spirituel de Saint-Ignace. Je m'étais un peu promis, en vivant loin dans une abbaye, loin du monde, dans un lieu très proche de la nature, que je ne retournerais pas à Paris, parce que je voulais vivre plus en lien avec la nature et avoir un engagement aussi qui soit plus incarné. Et puis, en fait, pendant cette retraite des 30 jours, j'ai à nouveau, enfin, je pense l'intuition que j'ai reçue ou ce qui me paraissait évident comme prochain pas à vivre, c'était de retourner à Paris pour m'engager en tant que chrétien et avoir un espace pour d'autres jeunes, notamment, qui désiraient lier peut-être plus fortement leur foi et leur engagement ou leurs préoccupations écologiques. Et puis essayer de porter une parole chrétienne dans les luttes écologiques. Donc ça, je suis rentré à l'été 2022, donc fin 2022. Et voilà, et pendant un an, peut-être, on a initié des petites choses avec d'autres jeunes qui avaient on va dire, des préoccupations ou des désirs similaires. Donc soit des actions ensemble, notamment autour d'un projet de Total, ICOP, donc je pourrais peut-être reparler, et puis aussi un groupe de prière. Et puis en fait, après un an de petits projets comme ça, on a décidé à plusieurs que en fait, d'autres personnes voulaient nous rejoindre et qui avaient besoin de créer peut-être quelque chose d'un peu plus officiel, un peu plus formel. Donc en fait, à l'été 2023, on a décidé de créer ce collectif Lutte et Contemplation, donc maintenant un tout petit peu plus d'1 an. Et je pense qu'on en reparlera un peu de ce qu'on fait, mais donc un lieu d'église pour majoritairement des jeunes, mais pas uniquement, qui est aujourd'hui présent dans 6 ou 7 villes de France. Et qui est aussi un espace de mobilisation où on essaye ensemble d'œuvrer pour la justice écologique et sociale. Voilà, donc en essayant d'articuler notre foi et notre désir d'engagement pour la justice. À côté de ça, peut-être pour finir ma présentation, je ne suis pas uniquement membre de ce collectif et actif en tant que chrétien. J'ai un travail salarié dans une association qui s'appelle le Campus de la Transition, qui est un écolieu et un centre de formation et de recherche autour des questions de transition écologique. Et donc moi, je donne des formations pour des étudiants, plutôt du supérieur, à la transition. Voilà, 4 jours par semaine. Donc j'ai cet engagement salarié et cet engagement bénévole à côté. Justement, est-ce que tu pourrais parler du collectif Lutte et Contemplation, un peu présenter les actions et nous, dans son histoire, il y a quelque chose qui nous a un peu intrigué, c'était comment vous aviez réussi à passer de petits cercles
à vraiment un collectif organisé et construit. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de l'œuvre de l'esprit sur la manière dont on a réussi à faire cette transformation. Mais pour raconter peut-être un peu plus l'histoire, donc de fait, à la rentrée 2022, rentrée scolaire, il y a 2 ans, en fait, il se passe 2 choses en parallèle. D'une part, on est un petit groupe de 7-8 jeunes à se rencontrer un peu par hasard. Enfin, il y a quelques liens interpersonnels et on a quelques échanges à se dire, en fait, on croit qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui un groupe avec d'autres chrétiens qui sont préoccupés par ces questions. Parce qu'aujourd'hui, dans les lieux d'église qu'on fréquente, c'est pas vraiment un sujet, on s'est un peu isolé à porter ça et à porter ce sujet. Donc on aimerait bien avoir un espace pour partager avec d'autres, aussi pour prier pour la conversion écologique de notre monde, et puis voir si ensuite on a envie de faire quelque chose ensemble. Et donc on se retrouve à Paris une première fois et on se dit qu'on va se retrouver une fois par mois pour en fait avoir un espace de partage et un espace de prière. Voilà, donc ça se met en place tranquillement pendant l'année. Et le nom de notre groupe, on avait un groupe WhatsApp pour se retrouver. Une personne crée le nom et elle l'appelle Lutte et Contemplation. Parce qu'elle avait vu peu de temps avant un livre de frère Roger qu'il a écrit dans les années 70 qui s'appelait Lutte et Contemplation. Et ce nom lui parlait. Elle disait, voilà, on donne ce nom-là. En parallèle de ça, on est plusieurs à se mobiliser contre un projet de Total en Ouganda et Tanzanie qui s'appelle le projet ICOP, qui est en quelques mots la construction du plus long pipeline du monde voilà, dans ces pays, qui sera chauffé à 50 degrés pour transporter du pétrole. Et il y a une mobilisation très forte de la société civile contre ce projet dans les pays concernés, en Ouganda et Tanzanie. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent contre ça en considérant que c'est un mauvais projet pour leur pays. Et puis en France aussi, où il y a beaucoup d'associations environnementales qui se mobilisent sur ces questions. Et puis il se trouve que le Vatican avait aussi pris position contre ce projet par la voix du responsable du dicaster pour le développement humain intégral. Et donc nous, on s'est dit avec quelques autres, et notamment des chrétiens qui étaient déjà dans un collectif existant qui s'appelle Anastasis, que ça pouvait être intéressant d'essayer d'avoir une action en tant que chrétien contre ce projet. Et donc, notamment, on a demandé aux évêques de prendre position contre ce projet ICOP. On a été 400 jeunes à signer une tribune dans la Croix. Et derrière, avoir plusieurs rencontres avec les évêques, avec aussi des cadres de Total. Et puis, à commencer à faire des actions en bas de la tour Total, des cercles de silence. C'est-à-dire qu'on se met en cercle en silence pendant 1 heure, avec une bougie au milieu, pour à la fois prier et en même temps interpeller les passants. Et donc on a des pancartes sur le dos et on a des messages et puis quelques flyers qu'on distribue. Et là en l'occurrence pour les salariés de Total. Voilà. Et donc après ces quelques actions et ces quelques groupes de prière, en fait on a été au fur et à mesure rejoints. Dans ces cercles de silence, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes qui sont venues. Et puis dans notre groupe de prière, il y a au fur et à mesure par le bouche à oreille une trentaine de personnes qui venaient. Donc on s'est dit faisons une première soirée pour voir à ce qu'on se dit qu'on a envie de créer autre chose. Donc on s'est réunis, là pour le coup il y avait plus de monde, on était 80. Et à l'issue de cette soirée, c'est très clair que toutes les personnes présentes disaient oui, il faut qu'on a envie de continuer d'agir en tant que chrétien sur ces questions. Et puis, on a eu la chance à ce moment-là d'avoir une proposition d'un accompagnement par une association qui nous disait en fait, on vous forme aux questions militantes, on vous donne une bourse et on vous accompagne sur la manière de vous structurer. Donc en fait, ils nous ont accompagnés sur un peu poser quelques principes, poser une gouvernance, etc. Voilà. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait pendant l'été. Et puis en septembre dernier, on a écrit un texte qui est disponible sur le site de Lutte et Contemplation pour essayer de poser un peu les intuitions du mouvement. Et puis, à la suite de ce texte qui a été partagé dans certains réseaux, il y a pas mal de jeunes chrétiens qui sont venus nous voir en disant nous, ça nous intéresse de faire ça dans nos villes. Et donc, au fur et à mesure, dans plusieurs villes, il y a des groupes qui se sont créés. Et donc aujourd'hui, il y en a dans 6-7 villes à peu près, des groupes qui marchent. Donc de fait, ça a grandi assez vite. On ne s'attendait pas du tout à ça, je pense, quand on a commencé. Mais on s'est rendu compte que ça rejoignait les convictions, ou en tout cas les attentes de plusieurs personnes, d'avoir un lieu qui permette de à la fois vivre leur relation au Christ et puis de chercher une communauté de chrétiens, et en même temps d'agir ensemble. Très bien, merci beaucoup. Et alors, du coup,
Parce que lutte et contemplation, ça peut paraître un peu paradoxal comme ça. Quels sont les modes concrètement d'action et de contemplation et comment les deux arrivent à se nourrir mutuellement? C'est vrai que ça peut paraître... ce mot, je pense que Frère Roger, quand il avait cette formule, il y avait quelque chose de vouloir associer deux mots qui, de base, n'allaient pas forcément ensemble, certainement pour choquer. Et en même temps, une des phrases qu'on aime bien, qui est dans les premières phrases de son livre, Lutte et contemplation, il dit que dans la lutte pour que se fasse entendre la voix des sans-voix, pour que les personnes opprimées soient entendues, le rôle des chrétiens est en première ligne. Et ça, on en est assez convaincu. Et puis on peut rajouter aujourd'hui dans la lutte pour que se fasse entendre la voix de la création opprimée. Le rôle des chrétiens est en première ligne. Et en même temps, cette lutte trouve sa source dans une autre lutte inscrite au cœur de l'homme. Là où, j'ai plus forcément les mots exacts, mais là où l'homme rencontre Dieu. Et là, on touche aux portes de la contemplation. Donc ça, je crois que c'est quelque chose dont on est assez convaincu, de dire en fait, si on a envie d'être dans une lutte qui soit juste, qui soit pour les bonnes raisons, qui soit pour vraiment pour un désir de justice qui nous dépasse, ou qui soit par amour de la création ou par amour des personnes opprimées, en fait, nous, on a besoin aussi de vaincre nos luttes intérieures et de nous laisser convertir par Dieu. Donc on se dit le mal contre lequel on se bat, il n'est pas uniquement extérieur, il n'est pas uniquement structurel, mais en fait on est aussi complètement confronté à ce mal-là. Donc ça c'est peut-être un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est qu'on croit que on n'est pas seul face à ces effondrements auxquels nous sommes confrontés, mais que l'Esprit Saint nous précède dans nos luttes, ou en tout cas il est à côté, et il est avec nous auprès de ces mobilisations pour la justice, pour l'écologie. Et donc dans le concret, comment on vit ça peut-être, derrière ces principes que j'ai pu énoncer? En fait, on le vit d'abord en ayant des espaces de gratuité, de prière, de fraternité, ce que vivent très peu de groupes engagés aujourd'hui sur les questions écologiques. Donc, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, on a des soirées dans lesquelles on a un peu de formation, de la prière et des temps conviviaux, des temps de repas, fait comme beaucoup de communautés chrétiennes. Et puis, on a en plus des frates, donc c'est-à-dire des groupes de partage sur lesquels on échange sur notre vie spirituelle et puis sur notamment ces sujets qui nous intéressent, mais pas uniquement. Et puis ensuite, on a des actions communes, donc on fait assez variées en fait comme forme d'action. On a des actions à l'intérieur de l'Église pour interpeller d'autres chrétiens, etc. Donc je peux donner un exemple. Une des campagnes en cours, c'est autour des questions des finances des diocèses et des congrégations. En fait, on ne le sait pas forcément, mais on a un peu épluché les comptes des diocèses et il y a aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros qui appartiennent à des diocèses qui sont placés dans des fonds d'investissement. Et il n'y a quasiment aucun diocèse aujourd'hui qui a annoncé de désinvestir du fossile. Donc c'est-à-dire que souvent cet argent va financer l'économie réelle, donc y compris des entreprises qui contribuent à des nouveaux projets fossiles. Donc c'est un des critères qui nous a semblé particulièrement problématique. Donc aujourd'hui on demande, avec une autre association, le mouvement Laudato Si, au diocèse de désinvestir du fossile. Voilà, donc ça derrière, là, il y a un travail de plaidoyer, de conviction auprès des évêques ou des économes diocésains, ou auprès de congrégations aussi. Voilà, donc ça c'est un exemple au sein de l'Église d'interpellation. On le fait aussi avec la société civile. Donc j'ai parlé d'ICOP déjà. Donc là on est dans des groupes de travail avec des associations qui ne sont pas du tout chrétiennes. Un autre exemple qu'on a rejoint plus récemment, c'est la lutte contre l'extension de l'aéroport de Beauvais. C'est à nouveau quelque chose de peu connu, mais à Beauvais, donc qui sont des vols plutôt low cost, c'est l'aéroport de Ryanair. Ils veulent doubler le trafic dans les prochaines années. Ils viennent de changer de concessionnaire, donc ils vont faire des travaux d'agrandissement de l'aéroport pour doubler le trafic, ce qui est évidemment complètement incompatible avec les objectifs climatiques que la France s'est fixés, ou en tout cas qu'il faudrait suivre pour respecter les accords de Paris. Donc là, on a rejoint des associations plutôt des associations locales de riverains qui se mobilisent. Et donc, on organise des manifestations avec eux. On est aussi dans le groupe de travail avec eux qui vont faire du plaidoyer auprès des élus. Et puis on essaye d'attirer des médias, parce que ce genre de lutte se gagne par des batailles politiques, mais donc derrière par l'action du monde urgent. Donc ça, c'est une lutte dans laquelle on est particulièrement proactif. Puis il y en a d'autres, on va simplement rejoindre des associations militantes. Donc
On peut donner un exemple qu'on a fait avec le collectif Anastasis dans les tout premiers mois, dans les tout débuts de lutter contre l'inflation. C'était plutôt pour le coup une lutte sociale, c'était au moment de la réforme des retraites, donc quand il y avait des grandes manifestations portées par toute la société civile contre la réforme des retraites. Et il se trouve qu'une des dernières manifestations se passait le jeudi saint. Donc avec quelques-uns d'Anastasis, on s'est retrouvés en se disant ce serait quand même bien de faire quelque chose pour le jeudi saint et d'essayer d'avoir un symbole un peu particulier pour montrer que les chrétiens, au tout début de ce temps pascal, enfin de ce triduum pascal, sont avec... sont proches des personnes qui se battent pour la justice sociale. Et donc, après une soirée d'échange, on a décidé d'avoir un stand pour cirer les chaussures des manifestants. Voilà, en expliquant ce symbole du lavement des pieds. Et donc, on a passé tout notre après-midi à cirer les chaussures de voilà, plusieurs centaines de manifestants qui s'arrêtaient à notre stand à discuter avec eux. Et ça, c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'être une présence chrétienne dans ces luttes et d'essayer d'apporter voilà, à la fois un témoignage chrétien, mais aussi simplement être là pour soutenir les personnes et essayer d'apporter une présence qui soit joyeuse, qui soit créative et qui essaye de donner un peu de légèreté dans ces combats qui peuvent être durs et assez chauds. Justement, tu dis que vous êtes pas mal en réflexion avec d'autres groupes. Et comment vous êtes perçu parfois, on voit des groupes qui sont... on a une image peut-être de groupes qui sont assez militants et peut-être un peu moins contemplatifs. Et comment est-ce que Lutte Contemplation est perçue par les autres associations militantes ? Dans l'ensemble, en tout cas, des échos qu'on a, les autres groupes, donc les autres mouvements écolos ou les autres assos écolos, sont très contents qu'on existe. En fait, d'abord parce que certains ont plutôt un regard stratégique, en se disant en fait stratégiquement c'est très pertinent qu'il y ait des chrétiens qui s'engagent parce qu'ils permettent d'avoir un discours différent, ils permettent de toucher d'autres personnes, ils permettent d'aller toucher des personnes qui peuvent être plus loin de ces sujets. Donc ça c'est un fait. Un autre, quelque chose d'autre qu'on nous renvoie souvent, c'est qu'on est un groupe qui est particulièrement joyeux et qui est plutôt léger. Et en fait, ça plaît aux gens d'avoir un groupe qui est un groupe qui est à la fois assez proche d'eux dans leur combat et qui ne sommes pas là pour leur faire une leçon ou pour leur dire qu'ils font mal la manière dont on est, mais qu'on est plutôt là pour les soutenir ou pour collaborer avec eux. Mais voilà, avec une posture différente. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ces groupes écolos, en fait, qui ont une vraie quête spirituelle ou qui ont un vrai désir de renouer avec la foi. Et c'est vrai qu'à Lutte et Contemplation, il y a beaucoup. Donc il y a certains comme moi qui étaient très engagés dans l'Église déjà, dans les communautés chrétiennes, etc. Mais il y en a aussi plusieurs qui s'étaient vraiment éloignés de l'Église et d'une pratique régulière de la foi pour diverses raisons et qui aujourd'hui reviennent à une pratique de la foi plus régulière grâce à cet espace qui est Lutte et Contemplation. Et ça, on en est très content aussi. Et on est très content de pouvoir avoir des échanges aussi sur sur nos quêtes spirituelles communes avec des militants qui aussi, je crois que c'est des sujets de groupe de travail ici au Centre Théâtre des Chardins, qui ont une recherche spirituelle liée à ces questions écologiques, pas forcément dans le giron de l'Église. Et on en trouve beaucoup. Et donc ensuite, tout à l'heure, tu as parlé des repas, comme quoi il y avait des moments de convivialité, des moments de communauté autour dans ce collectif. Mais alors, donc là, c'est une question un peu inspirée par l'expérience qu'on vit ici en colocation. C'est que, en fait, chacun a un peu sa manière de vivre l'écologie. Alors, il y a ceux qui ne mangent pas de viande, il y a ceux qui en mangent une fois par semaine. Enfin, il y a un peu plein de manières de réagir et d'agir. Alors, du coup, comment on fait communauté autour d'un sujet qui est aussi délicat et aussi compliqué que l'écologie ? En fait, je pense que si on prend un mot à la mode dans l'Église, on essaie de vivre une expérience qui soit très synodale à Lutte et Contemplation. Donc, c'est-à-dire que on a, dans nos manières de nous organiser ensemble, on a à la fois une structuration avec une équipe de coordination, une équipe nationale qui assure la coordination, et en même temps, il y a une grande subsidiarité et on dit qu'on a une gouvernance qui est très partagée et décentralisée. C'est-à-dire que c'est globalement les personnes qui
qui s'engagent, on va dire, dans les différents groupes locaux, donc dans les différentes villes où on a des groupes de lutte contre l'occupation, qui choisissent ensemble la manière dont ils vont vivre. Je crois qu'ensuite, sur peut-être la manière de vivre l'écologie, on est dans une tension entre essayer de chercher une forme de cohérence et en même temps ne pas basculer dans une quête de pureté absolue. Donc en fait, on sait qu'on a tous des paradoxes et que c'est impossible d'être pur dans un monde qui ne l'est pas, donc d'être complètement écolo dans un monde qui ne l'est pas. Donc on essaie de ne pas être dur envers nous-mêmes, et puis en fait on a aussi un regard assez structurel, c'est-à-dire se dire c'est nécessaire, et on croit que c'est important même pour la conversion des cœurs d'incarner une forme de réponse à l'écologie. Et en même temps, il y a beaucoup d'enjeux qui se trouvent dans des décisions structurelles, et donc on a aussi envie de mettre particulièrement de l'énergie dans des causes plus structurelles. Donc c'est un peu tout l'objet de nos actions ensemble. Voilà. Après, en fait, on vit un peu avec chacun, mais j'imagine que c'est un peu l'expérience que vous viviez aussi dans votre colocation. Il y a certains qui ont des points d'intention très forts sur certains sujets et puis d'autres sur d'autres. Et donc on essaye de les porter ensemble et de tenir des tensions. C'est sûr que dans le collectif, il y a des tensions entre lutte et entre contemplation, entre des gens qui vont être très fortement dans la lutte et d'autres pour qui d'abord l'enjeu, c'est d'avoir un espace de fraternité et de croissance spirituelle. On a des tensions politiques, donc si on a tous un désir d'œuvrer pour l'écologie intégrale, là, un des sujets chauds en ce moment, c'est la manière dont on se positionne plus politiquement, notamment dans le contexte des législatives, de la dissolution de l'Assemblée législative. On a, avec d'autres associations chrétiennes, pris position contre le Rassemblement national, et appelé à voter pour des candidats qui ne sont pas du Rassemblement national. La manière dont elle est faite, ça a créé des tensions, et donc on a des groupes de travail, de réflexion, on essaye de nourrir ça intellectuellement pour voir quelle est une bonne manière de prendre ce genre de positions politiques, qui sont, je pense, encore plus délicates que quand on prend des positions politiques mais non partisanes sur des sujets comme l'aéroport de Beauvais et comme les projets de Total, où là il y a un consensus assez fort. Et on se demandait aussi, quand on étudie un peu le mouvement, c'est quel type de personnes qui vont rejoindre le collectif? Est-ce que ça va être en fait presque que des jeunes? Est-ce que ça va être beaucoup d'étudiants? Voilà. Et est-ce que vous arrivez à vous ouvrir à une certaine diversité dans les personnes du collectif? Ouais, donc la sociologie quand même majoritaire du mouvement et la sociologie des personnes qui l'ont lancé, donc plutôt des jeunes pros pour la plupart, avec quelques étudiants, mais globalement entre 25 et 35 ans pour la grande majorité des personnes. Il y a, je pense, dans une diversité de rapports à l'Église, peut-être comme j'en ai parlé, et puis de diversité sociologique, peut-être sur d'où viennent les gens. Donc il y en a qui viennent vraiment du monde militant ou du monde écolo, qui ont été très engagés dans ces questions-là. Et donc un certain nombre qui étaient peu engagés dans des groupes chrétiens, etc. D'autres au contraire qui étaient vraiment scouts d'Europe à fond dans leur communauté chrétienne, et qui n'avaient jamais eu une forme d'action militante, mais qui, pour des raisons ou une autre, ont envie d'agir sur les questions écologiques, et donc commencent à faire des actions ou avoir un regard peut-être plus structurel ou plus politique sur ces questions, avec lutte et contemplation. Après, en fait, on est suivi. En fait, on n'a pas dit combien on était, mais il y a plusieurs échelons. On est 80, on va dire, au cœur du recteur à porter le collectif. Après, il y a généralement entre 200 et 300 personnes qui viennent participer à nos actions, à nos soirées dans les différentes villes, quand on cumule ces différentes villes. Et donc, en fait, dans les 80, c'est une sociologie assez proche, mais par contre, dans les personnes qui viennent, là, il y a plus de tout âge, et puis avec je pense, une diversité plus importante. Oui, je voulais juste dire que les personnes qui sont en ligne, peuvent poser des questions que nous retransmettrons à Benoît. Et si vous voulez préparer aussi, ceux qui sont là, des petites questions pour la suite. Voilà.
Oui, du coup, on va peut-être vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public. Comme ça, ils auront le temps de réfléchir un peu. Alors, c'était une question un peu délicate. Enfin, c'est plus sûr. Parce que voilà, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément chrétiens ici. Et comment vous vous adressez à des gens pour qui la contemplation, c'est un mot qui n'a pas forcément cette connotation chrétienne, enfin, qui sont plus dans la contemplation de la nature ou dans des formes de spiritualité qui sont un peu différentes? En fait, nous, on a une identité ou une appartenance chrétienne qu'on assume totalement. Et on est un groupe chrétien œcuménique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a des personnes de différentes confessions chrétiennes qui sont membres de Lutte et Contemplation, catholiques, protestants, et puis plusieurs qui se disent chrétiens sans appartenir à une confession spécifique. Mais donc, explicitement, on a envie de cheminer à la suite du Christ. Après, on est très ouvert au dialogue avec tout le monde. Donc, des groupes qui sont loin de toute confession. On travaille pas mal avec une association qui s'appelle Greenface, qui regroupe notamment des musulmans, des personnes juives et des personnes chrétiennes, ou des personnes de toute spiritualité sur ces questions. Donc, c'est une des associations avec lesquelles on échange régulièrement et on fait des actions ensemble. Et puis, je pense que, comme je le disais peut-être, dans les milieux écolos ou dans les jeunes qu'on peut rencontrer, beaucoup sont dans des quêtes spirituelles et ont une spiritualité qui n'est pas rattachée à une religion ou une religion monothéiste. Et en fait, on croit qu'on peut se rejoindre sur des idéaux. Donc, sans renier ce qu'on est et notre désir de suivre le Christ, en fait, on arrive à leur dire que... on arrive à se rejoindre sur beaucoup de choses, sur des désirs de vie ajustés, sur des désirs de sobriété, sur des désirs de lutte contre l'ego, contre un pouvoir qui n'est pas ajusté, etc. Après, le mot contemplation, de fait, peut... sur cette question du mot contemplation, il a une dimension très universelle que beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes reconnaissent, apprécient. Et donc, c'est une forme de porte d'entrée assez proche pour beaucoup. Nous, peut-être, comment on vit qu'est-ce que ça veut dire pour nous, contemplation? Je crois, c'est de croire que... comment moi je le dirais, c'est de croire qu'on peut voir Dieu, on peut contempler Dieu à l'œuvre dans ce monde. Donc certes, dans la nature, certes, dans la création, qui est une des manières de voir la révélation de Dieu, mais aussi dans nos activités humaines. Et puis, de croire ou de chercher à trouver Dieu aussi dans nos luttes. Et donc, de pas forcément opposer les deux, mais de croire qu'en luttant, c'est une manière de rejoindre le Christ ou de laisser rejoindre par le Christ. Et que quand on est sur un lieu de manifestation, à cirer les chaussures des participants, par exemple, et ben là, on peut faire des rencontres ou de vivre des instants qui nous font goûter à ce qu'est le royaume. Et je pense que c'est un peu une manière dont on veut vivre cette dimension de contemplation. Dans les temps de prière, mais aussi dans nos luttes ou dans nos actions. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voudrait poser une question à Benoît ? Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous demander comment vous faites concrètement pour discerner les combats dans lesquels vous vous engagez. Comment vous les choisissez, qui les amène et comment vous décidez ensemble. Donc on essaie de gérer ça de manière collective. Les sujets sur lesquels on s'engage, globalement, c'est toujours porté par un groupe de personnes du collectif. On demande à ce que ce soit jamais une personne seule qui apporte un combat et qui aille engager le collectif là-dessus, mais qu'il y ait plusieurs personnes qui aient envie de porter ce combat ensemble. Ensuite, souvent, on a des discussions à plusieurs, notamment au niveau d'une équipe de coordination ou d'une équipe nationale aujourd'hui de 20 personnes, qui sont 20 personnes qui ont des responsabilités, qui ont des mandats particuliers dans le collectif. Donc on peut échanger ensemble pour voir si ça nous paraît pertinent ou pas. Donc de manière assez... en essayant de peser les pour et les contre. Je pense que dans les critères qu'on essaye de nommer, qu'on a nommés, pour voir si ça nous paraît pertinent d'aller sur telle ou telle action, il y a d'abord à ce qu'on sent que le fait d'être chrétien, c'est cohérent de faire cette action en étant chrétien et que le fait qu'on soit chrétien a une plus-value dans notre action.
Et puis un autre critère, c'est de le faire avec d'autres. En fait, on s'est dit qu'on n'avait pas envie de faire beaucoup d'actions nous-mêmes par nos propres, enfin, simplement nous, mais que ça pouvait être toujours des occasions de collaborer avec d'autres, soit d'autres groupes chrétiens, soit d'autres personnes de la société civile. Mais comme on a ce désir d'être un pont entre la société civile et le monde chrétien, on a envie de faire nos actions avec d'autres partenaires à chaque fois. Voilà. Puis après, ça se discerne de manière assez prosaïque aussi, en fonction de quelles sont les forces, quels sont les projets déjà en cours. Est-ce qu'on sent qu'on a de l'énergie et des personnes disponibles pour porter ces combats. Voilà. Il y a parfois sur des sujets plus politiques ou plus clivants, des désaccords qui s'expriment. Donc là, dans ce cas-là, on essaye souvent de prendre des temps un peu plus longs de discussion tous ensemble pour pouvoir s'écouter. Et puis à la fin, en fait, souvent à la fin, on arrive à converger vers quelque chose. De se dire, soit il y a un angle différent. On a eu plusieurs débats autour de la loi immigration et sur la manière dont on pouvait se positionner sur la loi immigration. Donc on a eu un long temps d'échange là-dessus. Je pense qu'on était une vingtaine à ce temps d'échange. Et on a fini par se dire que on n'allait pas lutter Contemplation en tant que collectif, porter des actions nous-mêmes contre la loi immigration l'hiver dernier, mais qu'on allait se joindre à des actions qui sont portées par d'autres, par le Secours catholique ou par d'autres associations avec lesquelles on pouvait avoir déjà des liens, et que si elles nous invitaient à collaborer avec elles, on pourrait rejoindre, mais qu'on ce serait pas une action qui serait impulsée par nous. Voilà, ça sera un exemple, parce que derrière, il y avait des sujets, des avis assez divergents, et un certain clivage sur la manière dont on pouvait prendre ce sujet. J'avais une question qui est juste la même, ou dans la continuité. En fait, il y avait notamment quelque temps un collectif des Allemands, dont un jésuite, qui s'était, je crois, collé au bitume d'une route pour dénoncer l'usage de l'automobile, j'imagine, etc. Et ça avait posé question parce que ils avaient créé un embouteillage, et donc des ambulances avaient été coincées, et donc des questions sur finalement le choix éthique de ce groupe. Et en même temps, c'est plutôt, à la base, on comprend que l'idée, elle n'est pas directement violente, et donc elle est a priori acceptable. Donc finalement, on se retrouve vite pris dans des situations compliquées. Donc, je réitère un petit peu la question précédente, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous donnez finalement comme limite, voilà. Et par ailleurs, s'il y a aussi le risque d'être comment dire, faire des choses un petit peu banales qui passeraient un petit peu inaperçues, au contraire. Comment vous évaluez ça? Est-ce que vous faites des relectures pour essayer de réexaminer a posteriori ce que vous avez fait? Ouais, je pense que cette action de ce prêtre jésuite, c'était lié à ce qu'en France, la campagne de dernière rénovation. Donc je pense que c'était plutôt porté autour des enjeux de rénovation thermique des bâtiments. Comme ça a été en Angleterre, il y a eu beaucoup d'actions là-dessus. Et l'idée, c'était plutôt de créer une perturbation forte pour que les politiques s'en saisissent. Et puis aussi parce que, pour des raisons médiatiques, c'est-à-dire que médiatiquement, aujourd'hui, les luttes écologistes sont beaucoup moins suivies médiatiquement qu'avant. Et il y a d'ailleurs une répression qui est beaucoup plus forte aussi qu'avant. Des militants dans les différents pays. Et donc je pense qu'il y a des vrais enjeux stratégiques derrière quel est le bon positionnement. Nous, c'est sûr que le principe de la non-violence, on y adhère complètement, et on a envie d'être dans des actions non-violentes. Après, en fait, derrière la philosophie de la non-violence, il y a vraiment des enjeux, il y a vraiment une stratégie de perturbation du pouvoir en place ou des pouvoirs dominants. Donc c'est un tâtonnement, en fait. On sent qu'on a besoin d'affiner nos stratégies et qu'on a besoin d'être certainement meilleur pour en fait être vraiment non violent, c'est-à-dire davantage perturber, ce qui nous paraît pas cohérent avec un respect des limites planétaires ou un respect des personnes. Voilà, on n'a pas mis de ligne, à part la violence envers les personnes, on n'a pas mis de ligne rouge a priori sur un type d'action ou sur un sujet sur lequel on se positionnait, et on disait que ce serait en fait l'enjeu de discernement au moment où ça se présenterait. Voilà. Après, jusqu'à maintenant, on n'a pas été à ce type d'action. On a fait quelques actions de désobéissance civile, mais qui étaient vraiment très minimes, de type manifestation non déclarée.
ou perturbations comme ça. Donc on a eu l'une ou l'autre amende, mais vraiment pas grand-chose. On verra si... en fait, après, ça dépend beaucoup des personnes qui sont avec nous. On verra si les personnes ont envie d'aller vers des actions plus perturbatrices, donc plus radicales. Et on se pose ces questions de radicalité. Là, on est plusieurs, de radicalité et de pertinence de ça. On est plusieurs à s'inscrire à un cours aux facultés Loyola Paris sur la non-violence, qui va interroger un peu l'histoire de la non-violence et puis de ces techniques, pour essayer de nourrir ça d'un point de vue éthique. Voilà, donc certainement qu'on aura davantage de choses à dire après avoir suivi ce cours. Merci beaucoup. Pardon pour ma voix. Qu'est-ce que tu peux dire des relations que vous avez avec l'Église au sens large, c'est-à-dire les communautés chrétiennes paroissiales, voilà, les grands mouvements chrétiens, avec les curés, les évêques? Comment ça se passe? Voilà. Ouais, alors on a quand même pas mal de liens et on essaye de nourrir un vrai lien avec l'Église telle qu'elle est et les différentes communautés. Je crois que c'est assez variable en fonction de qui on parle. Aujourd'hui, on a une vraie amitié avec plusieurs mouvements, plusieurs congrégations, associations, plusieurs communautés de spiritualité ignatienne ou franciscaine. On a des échanges proches, on participe à des événements avec eux. Et puis on reçoit aussi je dirais spirituellement, de plusieurs congrégations ou mouvements. On est invité régulièrement pour témoigner dans des lieux comme des groupes CVX, des groupes du MCC, etc. Un petit peu moins des groupes donc MCC, mais des mouvements des cadres chrétiens. Et CVX, je peux expliquer, communauté vie chrétienne, donc un mouvement de laïcs, on va dire proche des jésuites, de spiritualité ignatienne. On est plus rarement en fait invité dans des paroisses, mais ça arrive que certaines paroisses nous proposent d'intervenir, de faire un petit peu une soirée sur ce mode-là, plus de conférences, de débats, de tables rondes, ça dépend. Après, on n'a pas vocation à être comme Église Verte, qui a vraiment un enjeu à se déployer dans les paroisses et à travailler pour la conversion écologique des paroisses. Nous, on peut dire qu'on est un peu un mouvement à part, mais qui ont quelques liens comme ça. Avec les évêques, c'est, on va dire, un peu plus délicat ou un peu plus compliqué. On a eu, en fait, au tout début, autour de ce projet ICOP, comme je dis, on a interpellé les évêques. Donc, on a eu plusieurs échanges avec les évêques, notamment avec Éric de Moulin-Beaufort ou Mathieu Rouget, qui sont tous les deux membres du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Donc, des échanges qui sont plutôt bien passés, mais qui, derrière, n'ont pas abouti à grand-chose, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre position comme on l'a demandé. Et puis, les évêques avaient sorti un livre à ce moment-là, en mai 2023, sur l'écologie intégrale. Ils avaient explicitement demandé ils voulaient que des jeunes parlent, mais ils avaient explicitement demandé que ce ne soient pas des jeunes qui soient de lutter contre l'inflation ou de ce mouvement-là positionnés contre ICOP, parce que nous étions trop radicales pour les évêques. Et ce qui nous a amusé, c'est que 3 mois plus tard, le pape François sortait Laudate Deum, donc son nouveau texte sur l'écologie intégrale. Donc le Vatican a dit, nous, on veut inviter des jeunes militants engagés sur ces questions. Et donc, en l'occurrence, ils m'ont invité, moi, pour aller parler à la conférence de presse. Donc on disait, le pape nous invite et d'une certaine manière nous renforce dans nos convictions ou nous encourage. Enfin, il y avait quelque chose de ça, clairement. Là où les évêques nous trouvaient trop radicaux. Voilà, après, c'était là, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là sur ICOP, on a encore quelques liens avec certains évêques. Mais aujourd'hui, pas de lien plus formalisé que ça. Et en fonction des évêques, on a des encouragements ou un regard un peu sceptique et un petit peu craintif aussi peut-être, parce que les militants notre étiquette un peu militante peut faire peur dans certains milieux ecclésiaux. Bonjour, oui, on a plusieurs interventions sur le chat. Alors, certaines parlent de la relation en fait de ce que les chrétiens peuvent apporter dans la société d'aujourd'hui sur ce thème et comment le faire. Il y a 2 questions sur ce sujet-là. Laudato Si, qui est un texte qui parle de la relation au divin et qui est très révolutionnaire par certains aspects par rapport à des traditions et religions même anthropocentrées. Donc, est-ce que Laudato Si, qui dit des choses plus larges en fait que la seule foi chrétienne
catholique. Est-ce que la dot peut être un ingrédient, un moteur, un appui pour d'autres collectifs de lutte de la société civile au-delà du monde de l'univers chrétien? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une attente d'ouvrir la porte à un Jésus universel accessible à tous autour de la question du climat et de la biodiversité, qui sont des questions qui ont une composante eschatologique? Donc là, c'est la dimension de témoignage. Une troisième question qui porte aussi sur la relation entre la société. Non, mais elles sont groupées, ces trois-là. Et puis après, il y aura une question concrète, mais je reviendrai pour la question concrète. Donc la troisième question qui porte un peu sur la place des chrétiens dans la société, c'est la logique de l'année de l'espérance proposée par le pape François. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Comment vous y participez? Voilà, on peut penser que vous y participez, mais comment? Voilà. Puis après, j'aurai une question concrète sur le chat. Je vais déjà essayer de dire quelques mots sur ces différentes questions. Sur la question d'abord de Laudato Si, qui est un texte universel, j'en suis assez convaincu. D'ailleurs, c'est un texte qui, à sa sortie, a été salué très largement dans les milieux écolos, bien au-delà des milieux chrétiens. Et plusieurs figures écolos en France, on peut penser à Yann Arthus Bertrand ou à Nicolas Hulot, à l'époque où il était encore fréquentable, avait beaucoup salué ce texte. Et aujourd'hui, je crois encore que c'est un texte qui peut parler. Donc il était particulièrement précurseur en 2015. Je pense que bientôt 10 ans après, il y a quand même beaucoup d'autres penseurs qui ont ajouté, qui ont complété. Donc il perd peut-être un petit peu de cet aspect précurseur. Mais qu'un homme avec une stature comme le pape et ces mots-là en 2015, c'était vraiment très, très précieux. Et en fait, aujourd'hui encore, je pense qu'on en bénéficie encore dans l'Église. Il y a certainement un enjeu à ne pas s'arrêter à la date aussi et à continuer d'innover, de poursuivre des réflexions. Et à nouveau, bientôt 10 ans après, qu'on puisse avoir une écologie intégrale chrétienne qui ne soit pas uniquement rattachée ou la suite de date aussi, même si ça reste un texte assez majeur, à mon avis, et qui, je pense, aujourd'hui, permettent de continuer de parler. Et c'est vrai que c'est aussi un atout. Quand on parle de notre foi et de notre regard chrétien sur l'écologie, on a évidemment des attaques, ou en tout cas on nous rétorque souvent un peu les mêmes arguments autour de la Genèse, de l'anthropocentrisme, de la manière du lien entre l'homme et la création. Et donc c'est sûr que dans la Laudato Si, il y a des réponses, mais dans plusieurs théologiens, il y a des réponses sur une meilleure lecture ou une lecture peut-être en tout cas actuelle des récits de la Genèse qui permettent de mieux comprendre cette idée de domination, non pas pour user pour nous-mêmes, mais à la manière de Dieu, en étant en fait au service, en ayant un rôle d'être co-créateur de la création. Donc c'est des sujets qui peuvent intéresser des personnes, ou en tout cas qu'on peut nous renvoyer régulièrement. Sur la dimension eschatologique, c'est vrai que c'est un thème qui peut revenir un peu à la mode, cette question de la fin des temps autour du climat et de la biodiversité. Je pense que ça a été que quand on parlait d'effondrement, c'est peut-être un peu moins actuel qu'il y a quelques années, la notion d'effondrement ou la collapsologie, où on pensait que tout allait s'effondrer. Derrière, il y avait certainement des pensées eschatologiques, et je pense que c'est pour moi assez corrélé en fait à la question de l'espérance juste derrière, de comment l'espérance vient nourrir une action et vient donner du sens à ce qu'on fait, malgré ce constat des effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Sur cette question de l'espérance, moi je dirais il y a plusieurs manières de voir l'espérance autour de ces questions écologiques. Donc d'abord, si c'est croire qu'on va être sauvé par telle ou telle intervention ou par telle ou telle invention technique, ça je crois qu'on peut le balayer assez rapidement, parce qu'en regardant un peu sérieusement le problème, on sait que ça ne va pas être quelques innovations technologiques qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Mais je crois qu'on peut voir l'espérance peut-être de deux manières. D'une manière où en fait, cette
cette crise écologique, d'une certaine manière, est un puissant appel à la conversion, comme le dit le pape François, une conversion écologique intégrale, mais qui, d'une certaine manière, nous rend plus, qui nous rapproche de notre vocation de créature au service de la création, et que cette conversion permette de vivre mieux notre vocation sur cette terre. Et qu'aujourd'hui, choisir ce chemin de conversion écologique, en fait, c'est choisir un chemin où il y a plus de vie et on est plus ajusté dans notre relation avec le vivant, mais aussi certainement dans notre manière de vivre ensemble et de faire société ensemble. Parce que cette crise écologique est certainement le symptôme de problèmes plus profonds. Et donc là, je crois qu'il y a de l'espérance, parce que c'est l'espérance d'aller vers une relation plus ajustée et un vivre et un être au monde qui soit plus ajusté, et donc où il y aura plus de vie et d'amour. Et puis je pense une autre manière de vivre l'espérance, qui est peut-être plus eschatologique, mais qui est de croire que, en fait, aujourd'hui, lutter pour la justice écologique et sociale, c'est ce que nous avons à faire, c'est ce qui est juste, et en fait, c'est aujourd'hui ce à quoi nous sommes appelés. Et ça a une valeur d'éternité. Et c'est un peu, en fait, sans nier les problèmes qui sont réels et la souffrance qui arrive, qui va nous impacter très fortement, enfin, et qui donc, derrière, c'est sans nier la gravité des millions de personnes déplacées par la crise climatique, sans nier la gravité des morts, sans nier la gravité des canicules, etc. En fait, choisir aujourd'hui d'aimer, donc choisir d'aujourd'hui d'œuvrer pour la justice écologique et sociale, ça a une valeur d'éternité, et qu'on y arrive ou pas à vie humaine. Et donc je crois que là, dans ce mystère de la croix, et ce mystère de la croix et la résurrection, que c'est malgré cette difficulté qui arrive, et ben on croit que ça vaut le coup d'être là et de faire ce qui nous semble juste. Je crois que ça donne un réel sens, et ça aussi, ça enlève une certaine charge ou une certaine quête absolue de résultats, mais on le fait parce que c'est juste. Merci pour cette ouverture vers l'espérance. Alors, un participant sur YouTube constate que tout le monde veut un monde sans pollution ni surconsommation, que ce n'est pas très facile d'abandonner un avoir qui nourrit une estime de soi, puisque c'est l'ego de la nature humaine. Et donc, la question, c'est, il me semble qu'il faut remplacer cet avoir extérieur par un gain intérieur. Pouvez-vous développer cet aspect s'il vous parle? Oui, bah, je suis, je pense, assez d'accord avec ça. Derrière, il y a des enjeux à la fois culturels et puis à la fois personnels de, en fait, qu'est-ce qui va être énoncé comme étant des critères de réussite et comme étant des critères d'une vie bonne et d'une vie souhaitable. Et je pense que, par exemple, la foi chrétienne a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le fait que ça ne sera pas dans le fait de faire une grande carrière ou dans le fait de posséder un SUV ou de posséder une maison qui soit la plus grande possible, mais que c'est bien dans la qualité de nos relations et dans notre capacité à donner et à mettre nos charismes et nos talents au service du prochain. Et donc ça, c'est quelque chose que je crois que la foi chrétienne nous dit. C'est pas quelque chose qu'on vit forcément en pratique, mais qu'on a certainement quelque chose à retrouver de ça autour grâce à la conversion écologique. Grâce à cette question écologique, ça peut raviver ce message qu'on a dans notre foi chrétienne, mais même au-delà de vivre de relations de qualité, d'un besoin de quitter des biens matériels pour suivre le Christ et pour avoir... le Christ, dans ses appels, passe son temps à appeler à lâcher ce qui nous rend esclaves, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire ce qu'on possède, pour nous libérer et pour le suivre réellement. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de concret à vivre. Et donc, accepter de gagner moins, de vivre plus sobrement, d'avoir une condition de vie plus simple, mais de le faire parce que ça a du sens, parce que ça... pas uniquement par devoir moral ou par injonction, mais parce que ça a du sens pour protéger notre futur, pour protéger la création. Et puis certainement de le faire aussi parce qu'on est avec d'autres dans cette dynamique-là. Et que seul, c'est sûr qu'on n'arrive pas à lutter contre ces injonctions à la consommation
permanente, mais que si on le vit avec d'autres, et je crois que c'est un des, enfin, je pense que c'est un des intérêts de la contemplation, c'est le fait d'avoir des collectifs qui cherchent à vivre ça ensemble donc à sortir de ces injonctions qu'on reçoit tout le temps au fait de posséder ou au fait d'accumuler des expériences pour aller vers un chemin de sobriété et puis d'engagement. Est-ce que vous trouvez une explication du fait que, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de baisse d'intérêt pour les questions écologiques de 2-3 dernières années? Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu en fait, le haut de la vague, je pense, du mouvement climat, de la mobilisation des jeunes sur ces questions, des grandes marches pour le climat qui rassemblaient plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes. Ça a eu lieu entre 2018 et 2020-2021. Il y a quelque chose du Covid qui a, à mon avis, qui a peut-être un petit peu tué cette mobilisation. Mais je pense que ça a pu peut-être tuer aussi cette utopie ou cette croyance d'une possibilité d'un changement. Enfin, je pense que pendant le Covid, il y a eu un vrai désir d'un changement après, de penser l'après qui soit meilleur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on continuait globalement comme avant, si ce n'est en pire. Je pense qu'il y avait, il y avait ces désirs cette prise de conscience qui a eu lieu, je pense, chez beaucoup de personnes, a provoqué le désir d'un changement assez radical. Et donc l'espérance que toutes ces mobilisations, ces manifestations puissent créer ce changement radical qui n'est pas advenu. Et donc après quelques années, c'est peut-être aussi un peu la manière dont notre société vit, mais après quelques années d'engagement et de mobilisation, on se lasse et on passe à autre chose. C'est possible que le fait qu'on soit une société qui zappe pas mal et qui passe rapidement à autre chose empêche aussi de durer et de garder un intérêt sur ces questions. Peut-être pour contrer ça, du coup, je pense qu'il y a besoin de dire deux choses. Il y a besoin de dire que, en fait, déjà, toutes ces mobilisations et tout ce mouvement climat, il n'a pas servi à rien. C'est sûr que ça a été loin d'être suffisant pour mettre nos cités sur la bonne trajectoire. Mais un exemple, c'est le Green Deal, le Green New Deal au niveau de l'Europe, qui a été voté en fait, pendant ces années-là, en 2019-2020, sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen. Il est quand même relativement ambitieux. Il n'est pas parfait, mais il est quand même relativement ambitieux, tant dans ses objectifs que dans sa manière de le mettre en œuvre. Et aucun parti à l'époque ne pouvait aller contre le Green Deal parce que le mouvement climat était très haut et très fort. Et parce qu'il y avait des jeunes dans la rue et qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, avec la nouvelle commission, on est en train de revenir en arrière sur ce Green Deal parce qu'on a une société civile qui est beaucoup plus faible. Et donc on voit bien que le fait d'avoir eu une société civile forte, ça a permis de provoquer quand même des politiques publiques qui vont dans le bon sens. Même si ce genre de sujets prennent beaucoup de temps. En fait, c'est très structurel. Et donc, il ne suffit pas d'une loi ou d'un petit mécanisme pour transformer les structures. C'est sûr que les réponses à apporter, elles s'étalent dans le temps, elles s'étalent sur plusieurs dizaines d'années. Je pense que peut-être une autre raison, c'est que le mouvement écologiste a pris un visage peut-être plus radical et plus ciblé. C'est-à-dire qu'on est passé de revendications très larges, très généralistes sur le climat, il faut respecter le climat, il faut respecter les 2 degrés, etc. Mais sans forcément avoir des demandes politiques très précises derrière ces marches et cet intérêt fort, à plus de luttes locales, mais qui sont de fait plus clivantes. Donc on pense par exemple au mouvement des soulèvements de la terre ou à ce groupe de dernière rénovation dont on a parlé, qui ont pour le coup des mesures très spécifiques qui demandent, mais en fait, là, derrière, il y a une vraie conflictualité, parce que demander des mesures spécifiques, ça veut dire aller contre un fait établi aujourd'hui et donc déranger certaines personnes. Et donc, autant avoir des demandes très généralistes, très générales, ça n'embête personne, autant aujourd'hui, quand il y a des demandes plus spécifiques, ça embête, et donc il y a une répression plus importante des forces conservatrices. Que ce soit de l'État ou de certains responsables économiques ou de certains médias plus conservateurs, etc. Et donc, le fait que l'écologie soit devenue plus clivante, c'est qu'elle est aujourd'hui portée par certains, mais elle est aussi peut-être plus renvoyée comme étant
quelque chose de radical et je sais, enfin, de Khmer vert ou d'ayatollah, etc. Enfin, elle est dénigrée par certains responsables politiques parce qu'on est arrivé sur des questions plus, voilà, qui sont plus chaudes à mon avis, et donc on voit peut-être mieux le clivage entre les personnes qui sont vraiment du côté d'une écologie qui défend le vivant ou d'une personne qui sont dans la prolongation d'un statu quo. Voilà, sans transformation plus profonde de nos systèmes économiques. Tu as parlé d'un mode d'action tout à l'heure qui était les cercles de silence. Ma question, c'est au-delà de l'objectif de contemplation, quels sont les objectifs de ces cercles de silence? Et est-ce que tu as le sentiment que ces objectifs sont atteints? Ouais, alors sur ces cercles de silence, là on se situe plutôt du côté d'une philosophie de la non-puissance et donc d'une absence de recherche d'efficacité. C'est à l'origine, c'est plutôt les franciscains qui ont créé ce mouvement des cercles de silence autour des questions d'asile et voilà, pour des personnes réfugiées. Et nous, on a un peu repris autour de ces questions totales. Et donc, c'est vrai qu'un des objectifs, c'est plutôt de montrer notre impuissance et notre petitesse face à l'immensité de la tour totale et des tours à la Défense. Donc c'est vrai que le fait d'être 30 ou 40 en bas d'une tour autour d'une bougie, en silence pendant 1 heure, face à cette tour qui fait je ne sais combien d'étages, une dizaine ou centaine d'étages, on est dans une forme d'efficacité qui est très minime. En même temps, d'une certaine manière, on a envie juste d'être là pour faire signe. Enfin, c'est peut-être une manière aussi d'être chrétien, de faire signe et de témoigner de notre désaccord, de montrer qu'on croit qu'on a besoin d'un rapport plus contemplatif au monde, plutôt que peut-être de la manière de vivre dont travaillent les cadres à la Défense, sous injonction continuelle à la performance ou à la rapidité, etc. Mais c'est vrai que là, on ne se situe pas du côté d'une action qui va avoir un objectif très précis. Voilà. Et en même temps, on ne sait jamais non plus ce que peuvent provoquer 1 heure de silence et 1 heure de prière, tant dans le cœur des gens qui passent à côté de nous que dans le cœur des personnes qui vivent cette expérience. Et on sait que ça a été un des moments particulièrement marquants pour certaines personnes d'être 1 heure en silence à la Défense. Et donc, ça peut provoquer peut-être plus de transformation personnelle que structurelle de proposer ce genre d'action. Encore des questions de nos participants sur YouTube. Une question qui concerne votre vision du monde catholique. Comment expliquez-vous que la dimension politique de la lutte dérange au sein du monde catholique? À mon sens, je vous situe en phase et en résonance avec Laudate Deum, qui est éminemment politique. Ouais, d'ailleurs, c'est un des sujets qui m'a paru intéressant à la sortie de Laudate Deum. On s'attendait, je pense, on était plusieurs à s'attendre à un texte plutôt plus long, qui apporte davantage d'éléments nouveaux, qui soit assez spirituel. Et en fait, ça a été un texte très court et qui était particulièrement politique, où le pape, notamment, fustigeait, comme il le fait déjà, le système économique tel qu'il fonctionne, les limites aujourd'hui du système de développement et des relations entre les Nord et le Sud, et puis aussi l'importance d'avoir une société civile et des groupes comme le nôtre qui ont des actions militantes. Donc c'est vrai que c'est un texte très politique et que je crois qu'aujourd'hui, nous mettre en action de manière sérieuse ou de manière cohérente sur ces questions écologiques ne doit pas oublier ce volet politique. Ce n'est pas le seul volet, mais il existe, il est présent et on doit avoir une forme d'action politique. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas y aller? Je pense que beaucoup de chrétiens ont peur du conflit et que on nous a plutôt appris à être dans une éthique du dialogue, de la rencontre, de l'accueil de l'autre, de l'accueil de la différence et pas de la conflictualité. Or, quand on s'intéresse à des sujets politiques, souvent il y a des questions conflictuelles. Et bon voilà, je pense que face à ça, il faut relire les évangiles et en fait voir que le conflit, il est partout dans les évangiles. Et Jésus, partout où il passait, il se faisait chasser et menacer de mort parce qu'il avait une parole qui dérangeait trop.
et qui dérangeait notamment les responsables politiques et les responsables religieux de l'époque. Donc je crois qu'il y a certainement un enjeu aujourd'hui de ne plus avoir peur du conflit. Et voilà, quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis », ça veut dire qu'il faut continuer de les aimer. Ça aussi supposer le fait qu'on a le droit d'avoir des ennemis, qu'on a le droit d'avoir des désaccords et qu'on a le droit d'aller sur ce terrain politique. Ça, je pense, c'est un des premiers éléments. Je pense qu'un des deuxièmes éléments, il ne faut pas le nier, c'est la sociologie du monde catholique aujourd'hui, qui est pas forcément celle qui a le plus intérêt à avoir une écologie politique qui soit comment dire, ambitieuse, ou qui fasse des transformations structurelles, parce que on a une sociologie globalement de personnes plutôt privilégiées qui ont forcément intérêt à avoir des mesures politiques qui pourraient leur faire perdre en confort ou en je sais pas comment dire, en intérêt personnel. Enfin, qu'on peut être dans une défense de nos intérêts personnels et pas forcément rechercher un bien commun qui aille contre ça. Et je pense que plusieurs catholiques sont là-dedans. Peut-être plutôt conservatrices, là où l'écologie... Moi, je pense qu'il y a une vraie question là-dessus aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de catholiques sont plutôt dans le camp conservateur pour empêcher certaines avancées, un certain progressisme, notamment sociétal, là où les questions écologiques sérieuses sont portées par le camp politique qui va plutôt sur ces questions de progressisme d'un point de vue sociétal. Et donc, c'est entre eux à se constituer à gauche, à se constituer à droite et qui ont soutien. Donc voilà. Une question qui a des liens sur la transformation du modèle marchand. Une remarque d'un participant qui dit « Nous devons tendre vers un capitalisme, un modèle marchand transparent. Internet et la noosphère nous amènent à cela. C'est à organiser. » Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette vision donc, de la transformation d'un modèle marchand qui évoluerait vers un modèle transparent ça me paraît... préfiguré par Internet et la noosphère? Ouais, ça me paraît très insuffisant. J'ai l'impression que c'est presque un mythe ou une croyance que mettre plus de transparence permettra naturellement de réorienter les flux financiers vers quelque chose qui est plus vert. Et en fait, derrière, c'est un petit peu la philosophie de l'Europe ou aujourd'hui du gouvernement français autour de ces questions écologiques, c'est dire il faut imposer aux entreprises de faire plus de reporting sur leurs externalités écologiques. Donc on fait ce qu'on appelle la CSRD, c'est-à-dire une directive qui va demander aux entreprises de publier tout un tas d'indicateurs sur combien elles émettent en CO2, combien elles consomment d'eau, combien elles consomment de ressources, etc. Puis certains indicateurs aussi plus sur des enjeux sociaux. Et la croyance derrière, c'est de croire que les marchés financiers vont plutôt financer ce qui est vert. Et donc, c'est aussi cette idée de la taxonomie, de cibler ce qui est vert. Et que donc, c'est ce qui est vert qui va plutôt se développer, là où ce qui est brun va recevoir moins de capitaux. Moi, je crois que derrière, on reste dans cette forme d'idolâtrie du marché financier, de croire que cet artefact humain qu'est le marché financier va nous permettre d'aller dans la bonne direction, un petit peu vers margie. Et je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec une conseillère de Bruno Le Maire à Bercy, qui disait que faire notre politique écologique, soit on essaie de faire du reporting, de la transparence, et on croit que les financiers iront vers ce qui est le mieux noté d'un point de vue écolo, soit on fait des subventions, des lois, des interdictions, des normes, ce qu'on appelle de la politique, et on se dit que ce sera plus efficace. Et donc, elle dit, et nous, la croyance qu'on a, et ça c'est vraiment du côté d'une croyance, c'est que c'est plus efficace ou mieux d'aller plutôt sur la partie reporting et transparence. Moi, je pense je pense vraiment qu'on est dans une forme d'idolâtrie du marché économique et que c'est pas du tout suffisant. Sans dire que c'est pas forcément mal que les entreprises calculent leurs émissions de CO2, mais que c'est pas du tout suffisant et qu'aujourd'hui on a besoin de politiques qui sont ambitieuses et qui se basent pas simplement sur des confiances dans les marchés financiers, qui à mon avis iront globalement toujours financer ce qui rapporte le plus, pour en tout cas une bonne partie des acteurs, et qui n'iront pas financer sur ce qui est le plus vert. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle.
peut-être une petite question, Benoît. Quelles sont vos prochaines luttes? Qu'est-ce que vous envisagez dans l'avenir? Et comment est-ce qu'un jeune peut venir vous rejoindre dans ces luttes-là? Alors, on est en pleine réflexion sur les prochaines luttes. Un des sujets sur lesquels il y a un petit groupe qui commence à mettre de l'énergie avec d'autres acteurs, notamment on commence à avoir des échanges avec le MRJC ou d'autres, c'est pour s'intéresser aux terres de l'Église. Il me semble qu'aujourd'hui, l'Église en France, je ne sais pas si l'Église catholique ou les églises, ont 10 000 hectares de terres agricoles. Donc, une des questions, c'est qu'est-ce qui est fait de ces terres agricoles, comment c'est cultivé, est-ce qu'il n'y a pas... Et puis notamment dans une période où il y a de moins en moins de congrégations religieuses qui doivent vendre ces terres ou les céder, à quel modèle agricole cela va participer. Donc ça, c'est un des sujets qui nous intéresse, sur lequel on commence à mettre de l'énergie, donc plutôt interne à l'Église. On est en train de s'intéresser à des sujets plus sociaux. Donc là, aujourd'hui, on a un groupe de travail pour se dire en fait, comment on peut faire une articulation entre justice sociale et écologie, et est-ce qu'il y a une manière de lutter avec notamment des personnes qui sont plus pauvres et qui du coup subissent autrement une écologie, des problèmes écologiques. Donc ça, c'est pas encore très concret, mais on sent que c'est un champ qu'on a envie d'investir davantage. Et puis sinon, on a plutôt envie de continuer les luttes sur lesquelles on est engagé, en se disant que c'est certainement aussi une des ressources de notre foi, c'est d'apprendre à durer et de croire que ça vaut le coup de durer dans un engagement et de ne pas passer de lutte en lutte et de zapper, un peu comme je disais, en changeant de combat. Donc on va continuer de faire des actions autour des nouveaux projets fossiles, qui est certainement un des vrais enjeux climatiques, et donc de viser les acteurs du fossile en France, qui sont dans la société civile, enfin dans le monde économique, Total Energy particulièrement, et puis les grandes banques, BNP Paribas, Société Générale. Et puis continuer de demander à l'Église d'arrêter de financer ces projets fossiles, parce que les fonds diocésains aujourd'hui, pour la majorité, continuent de financer l'économie réelle sans exclure le fossile. Voilà. Et puis après, comment faire? Et puis après, certainement d'autres luttes aussi, quand même, en fonction de l'agenda politique et puis de ce qui va arriver. Et puis comment nous rejoindre? En fait, le mieux, c'est de regarder sur notre site luttercontemplation.org quelles sont les villes. Et puis, en fait, on a des boucles WhatsApp dans lesquelles on envoie des informations. Donc aujourd'hui, il y a dans plusieurs villes de France des réunions régulières toutes 2 semaines ou tous les mois. Donc on peut venir à ce genre de soirée, ou simplement envoyer un mail à Lutte et Contemplation sur notre site. Et puis derrière, du coup, avoir un échange pour éventuellement créer un groupe dans les villes où on est, etc. Merci Benoît. Encore quelques questions, si tu veux bien, sur le chat. Merci. Alors il y a d'abord un commentaire. Alors je le lis. Merci Benoît pour l'expression de tes convictions et de ta foi. N'ayons pas peur comme toi du politique. Et une citation de Pie XI, la politique est la forme la plus haute de la charité. Et une question assez personnelle. Bravo Benoît pour vos choix de vie. Mettre de côté une grande carrière, une chose est de le dire, une autre est de le faire. Est-ce que vous n'avez pas de regrets quelques années après ce revirement conversion? Merci pour cette question. Aucun regret, et je suis très content du choix que j'ai fait. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose. Moi, j'étais un peu au début de ces étudiants qui disaient on ne fera pas une carrière classique parce qu'on a envie de se tourner vers les employeurs en cohérence avec nos valeurs. Dans les faits, il y a une grande diversité de choix qui ont été faits derrière par les étudiants de ma promotion ou de mes promotions. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler moins pour avoir des engagements bénévoles importants à côté, et puis de travailler dans l'associatif. Donc de fait, de gagner 2 ou 3 fois moins que je pense la moyenne des étudiants en fin de Polytechnique. Mais en fait, j'en suis très content parce que j'ai l'impression d'être à la bonne place. C'est-à-dire d'avoir un engagement aujourd'hui qui porte du fruit, qui soit complètement cohérent avec ce que je suis. Et comme on l'a dit avant, je ne cherche pas à avoir possédé davantage. J'ai l'impression de gagner suffisamment pour vivre et suffisamment dont j'ai besoin aujourd'hui. Et pour le coup, je pense que ce qui est le plus important, c'est de sentir que je suis aujourd'hui à la bonne place pour
pour porter du fruit. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je ne suis pas très inquiet pour la suite parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup de chantiers sur lesquels je pourrais m'investir. Et donc je suis assez convaincu que je continuerai de trouver une voie qui me plaît, dans laquelle je me sens stimulé, dans laquelle je sens que je peux donner ce que j'ai à donner. Et je crois que c'est ça qui est important. Merci. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié votre conférence, mais je dois vous avouer une chose, c'est que la première chose que j'ai comprise, c'est les 3 phrases qui sont écrites là. Parce que c'est aussi le cheminement que j'essaye de suivre en compagnie avec 3 amis de l'association Foi et Culture Scientifique des Juifs. Nous essayons d'écrire un livre, mais ce n'est pas facile. Et d'autre part, alors j'ai 95 ans, et donc je suis très sourd. Alors j'ai des appareils, mais ils permettent de comprendre un dialogue de 2 personnes comme ça. Mais dans cette salle, où il y a beaucoup de résonance, toutes les consoles sont... Donc c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et peut-être sans doute, en particulier ce que je dis moi-même, probablement. Alors, d'abord, 2 choses. Alors, j'aimerais bien, comme je ne peux pas comprendre grand-chose, je voudrais bien avoir une trace écrite que je puisse comprendre. Parce qu'il y a des choses que je comprends quand même. Par exemple, la télévision, je comprends tout. Parce qu'eux, ils articulent d'une certaine façon. Bon, alors, donc dans mon travail, dans mon cheminement difficile que je fais, là, en essayant de suivre ce chemin-là, je suis aidé par mon épouse qui est décédée il y a 4 ans. Et sur son lit de mort, elle m'a dit « Ne sois pas triste, parce que tu ne vas pas tarder à me rejoindre. » Alors, elle est en dehors du temps, donc bientôt, ça ne veut rien dire en termes de temps. Mais par contre, en termes de cheminement, ça veut dire quelque chose que j'essaye de suivre par l'écriture, etc. Alors donc, si j'avais vos écrits, et puis aussi je pourrais vous envoyer ce que modestement j'ai écrit. Donc c'est donc le livre là, sur l'évolution de la culture tout court de l'Occident occidental depuis 3000 ans. Et avec une conclusion, c'est que tout est dominé par la volonté de domination et ça ne s'arrange pas. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a un problème à faire. Alors, donc, j'ai écrit quelques pages sur le mystère de la Trinité. Comment, de toute façon, on peut l'apprendre que par des métaphores. Mais les métaphores qui sont en usage, que nous récitons dans le credo tous les dimanches, c'est une contradiction absolue du point de vue des 3 personnes qui sont distinctes mais inséparables. Bon, alors il y a d'autres choses, en particulier à partir d'une approche phénoménologique. C'est aussi une métaphore, heureusement. Ça serait une idole. Mais il y a quelque chose qui me semble-t-il, en tout cas pour un scientifique que je suis, ça serait mieux. Donc, 2 choses. Je voudrais avoir des traces écrites de ça, et je vous enverrai, si vous me donnez votre adresse Internet, je vous enverrai mes petites choses. Merci. Je pense que c'est une conversation qu'on peut avoir à la suite de la rencontre, et on trouvera certainement une trace écrite de ce que nous dit Benoît sur le site notamment de Lutte et Contemplation. Merci en tout cas pour votre participation à tous en présentiel ou même en distanciel. Un grand merci à Benoît d'être venu nous parler ce soir, nous éclairer justement sur
des possibilités qui nous sont ouvertes et qui sont un petit peu originales par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour vos interventions. Merci beaucoup.